savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Impossible de contourner la première nouvelle de la journée qui a été apprise tôt ce matin, qui se passe pas au Québec, mais qui secoue le Canada au grand complet. Un carnage dans la capitale d'Ottawa. On parle de 4 enfants, 2 adultes, selon le dernier décompte, là, qui ont été tués dans une maison, dans une résidence, quartier paisible du coin de Barrhaven, où les voisins se sont réveillés parce que quelqu'un hurlait, semble-t-il, sur le terrain. Et là, on a constaté à l'intérieur, là, ce qui a été confirmé plus tard en journée, comme un massacre au poignard, là, au couteau. 6 personnes, donc, qui ont perdu la vie. Un autre qui a été blessé, qui semble être le père de famille. Là. Ouais, c'est ce qu'on comprend. qui est celui... Il y a un des voisins qui disait l'avoir vu sortir ensanglanté là, de la maison, les bras ensanglantés, c'est ce qu'on décrivait. Seul survivant. Seul survivant, vraiment d'une drôle d'histoire, là, dans laquelle on a un suspect, le principal, Febrio De Zoïssa, qui est un jeune Sri Lankais qui arrivait dans une famille, on comprend, de la même origine là-bas, qui venait tout juste d'arriver. Lui, à 19 ans, il est au Canada pour les études. Oui. Il a 19 ans. S'en vient étudier, et là, on comprend pas. On comprend pas ce qui arrive. Parce que c'est une famille récemment arrivée du Sri Lanka. Aussi. 4 enfants, tout petits, là, de 7 ans à 2 mois. Et là, on exclut même violence domestique, partenaire intime. Déjà, du côté de la police, on dit ça n'a pas rapport avec tout ça. On a de la difficulté à comprendre la folie meurtrière parce que là, folie, il y a. Parce que la mère de la famille est décédée, un ami de la famille également qui est dans la maison, donc respectivement 35, 40 ans. Et les autres victimes, attachez-vous, là, 7 ans, 4 ans, 2 ans et 2 mois. Là. On parle de 4 enfants, même d'un bébé. Dans ce cas-ci, 2 petits cocos qui sont décédés. Mais il faut quasiment qu'il y ait de la drogue ou de la santé mentale. Je veux dire, n'importe quelle forme de violence qui a trait à des règlements de compte, tout ça. Tu peux pas t'en prendre aux enfants, aux bébés. Faut être fêlé raide. Là. Faut être... C'est quoi ce geste-là? C'est quoi ce... On n'a pas de mobile. Là. Pourquoi il a fait ça? Ça commence par ça. Pourquoi un jeune de 19 ans qui est au Canada pour les études rentre dans une maison de gens de sa communauté, là, de sa même origine, de son même pays d'origine, les assassine comme ça. Oui, froidement. Incluant les bébés, les enfants. Incluant les bébés, incluant les enfants. Non, mais pour l'instant, on a très peu de détails à donner, hormis le fait que c'est un massacre là, complet qui s'est passé. La police d'Ottawa, d'ailleurs, parce que c'est arrivé hier soir, ce matin, nos collègues journalistes attendaient d'avoir un point de presse. Le point de presse est arrivé plus tard, début d'après-midi. La police d'Ottawa qui voulait pas donner de détails. Bon, on dit qu'on voulait avertir les familles au Sri Lanka, parce que ces gens-là, les familles, il y a encore au Sri Lanka. Avant de donner les identités, je comprends bien qu'il fallait qu'ils puissent parler aux familles, avertir les familles d'abord. Mais on reste dans... Le type a été accusé. Là. Le type a été accusé des meurtres cet après-midi au palais de justice à Ottawa. 6 au premier degré. Là, aussi. On parle de meurtre prémédité. Donc là, va falloir voir qu'est-ce qui risque de s'ajouter là-dedans. C'est la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a pu penser? On l'a quand même jugé après-midi apte à subir son... En tout cas, pas apte à subir son procès, mais apte à faire face aux accusations. Là. Ouais. Peut-être qu'une évaluation psychiatrique va venir par la suite, mais pour l'instant, on lui a soumis ses accusations. C'est-à-dire que le juge considérait qu'à ce moment-ci, il est en mesure de comprendre ce dont on l'accuse. Là. Qu'est-ce que ça veut dire, puis de recevoir ça. Là. Mais la police était sous le choc aussi, là, c'est à retenir de la journée. Les points de presse qui ont été menés par les policiers parlaient là, de massacres, d'actes de violence insensés contre des gens innocents, un des pires incidents de violence de l'histoire de la capitale d'Ottawa. Donc vraiment, un événement choquant pour lequel on a très peu de détails, mais qui risque assurément d'être suivi, là, surtout parce que le mobile, encore une fois, là, lui, est très nébuleux. Tout savoir en 24 minutes. On revient au Québec alors qu'on a eu ce matin un rapport de l'Office québécois de la langue française qui parle de la langue au travail. C'est l'utilisation du français au travail au Québec. Et même si la majorité des travailleurs ici continuent de parler principalement en français sur leur lieu de travail, mais on se rend compte que c'est en baisse l'utilisation exclusive du français. Là. Donc, dans de plus en plus de milieux de travail, on parle un peu moins français pour laisser place à d'autres langues, Mario, un peu partout. C'est là que moi, je suis inquiet de l'avenir du français. Là. Est-ce que ce rapport-là, moi, je le vois pas comme catastrophique, celui-ci. D'abord, quand un milieu de travail dit autrefois, on travaillait 100% en français, maintenant, on travaille un petit peu en anglais, mais exemple, une des raisons, ça pourrait être que
t'as grossi ton entreprise, t'as des nouveaux clients à servir aux États-Unis ou à servir en Ontario. Il y a différentes raisons. On vit dans un marché du travail de plus... Puis, un marché économique de plus en plus globalisé. Ben, peut-être qu'il y a de ça. Ce qui m'inquiète, les affaires qui m'inquiètent, évidemment que les discussions entre collègues, quand on dit les rencontres entre collègues, je comprends que des fois, les gens vont dire, dans nos relations avec le siège social, on parle en anglais. Mais c'est sûr que si tu travailles dans une entreprise que le siège social est hors Québec, là, c'est fort probable, à moins qu'il soit en France, là, c'est quasiment sûr que tu parles anglais. Oui. Par contre, quand les gens se parlent entre collègues, là, ou appeler une légère régression, c'est un petit peu reculé. Mais c'est chez les jeunes que ça semble être le pire. Le groupe où la statistique est plus inquiétante, c'est les jeunes. Oui, 18 à 34 ans, c'est 22% de cette tranche d'âge-là qui utilisent exclusivement le français dans leur milieu de travail. Si on compare avec les 55 ans, c'est 41,3%. Là. Donc, on n'est vraiment pas là, dans le même ordre d'idées, le même ordre de grandeur. Ça, c'est qu'ils l'utilisent. Et quand tu poses la question, dans quel genre de milieu de travail préférez-vous travailler? C'est beaucoup moins de les jeunes travailler vraiment en français, dans un milieu de travail en français. Il y a un 10% d'écart, là, que les jeunes sont moins enclins, donc vont mieux. Mais il y en a qui disent qu'ils aiment mieux d'autres langues, mais il y en a beaucoup qui disent on s'en fout. Ils disent, à fond, ils sont bilingues ou sont trilingues ou peu importe. Puis ils disent, moi, au milieu de travail, ça parle anglais, ça parle français, je m'en fous. Donc, on sent que les jeunes tiennent moins au français. Oui, puis sans surprise aussi, Mario, c'est à quel endroit que la proportion est le plus bas d'exclusifs de la langue française au travail? C'est Montréal. C'est Montréal. Mais par contre, Montréal, on part de plus bas, mais ça n'a pas reculé. Non. Le recul est plus dans des régions comme Laval, autour de Montréal, où là, on sent un certain recul là, du français. Ouais, tout ce qui est dans la couronne, c'est quand même intéressant parce que les causes, justement, de parler plus d'une autre langue, plus d'anglais au milieu de travail, ils ont été quand même recensés aussi. Puis c'est en grande majorité pour communiquer, comme tu le disais, avec des personnes à l'extérieur du Québec, à 30%. 29% ensuite, c'est pour servir une clientèle québécoise, mais qui parle pas français. Après ça, pendant les réunions, c'est peut-être là aussi que c'est un peu, tout dépendamment avec quel niveau de management tu fais affaire. Quand je vois pendant les réunions, c'est sûr que je me dis toujours, est-ce qu'on est encore dans ce Québec où dans une réunion de 10 personnes, il y en a 2 qui parlent anglais, 8 qui parlent français, on va tenir la réunion en anglais? Là, moi, j'ai pas fait de statistiques non, comme, mais elle existe pas, l'OQLF. Il la donne pas, l'OQLF, mais parce que quand tu vois que dans les réunions, tu dis, oups, est-ce que derrière ça, il y a ce phénomène-là de majoritaire francophone, mais on accommode là, les deux qui sont... Moi, je l'entends beaucoup. Hein. Moi, celle-là, je l'entends beaucoup là, dans des milieux, des camarades, des amis qui sont dans des réunions. Une personne anglophone, toutes des francophones, tout le monde parle anglais. C'est fou. Ouais. C'est mais spécial. souvent, la raison, on va dire, là, c'est parce que l'anglophone, il est pas bilingue. Il comprendra pas. Tout le monde est bilingue, puis l'anglophone n'est pas bilingue. Ça fait que, la seule façon que tout le monde se comprenne, c'est de tourner en réunion en anglais. En même temps, est-ce que c'est ça, de niveler vers le bas? Ouais, mais en même temps, tu te dis, mais je serais curieux de savoir, en 2023, mettons en Italie, est-ce que 9 Italiens, un anglophone dans une réunion là, en affaires, là, est-ce que tout le monde passe à l'anglais parce que c'est prestigieux, parce que ça a l'air d'une langue de succès et de réussite internationale, ou est-ce qu'on se dit en Italie, non, ça se passe en italien ici, je suis même plus sûr, je sais plus. On va appeler Jean-Marc Léger, on a un projet pour lui. À sonder. Actualité. Bon, c'est certain que ça fait un petit bout qu'on parle des forces armées canadiennes dans un contexte où il y a des guerres dans le monde, où il y a des conflits armés. On veut savoir si on est en capacité de se défendre. Ça fait déjà un moment qu'entre autres le National Post dans l'ouest du pays pose ces questions-là, se rend compte que le Canada est mal préparé. Mais quand c'est confirmé, chiffre à l'appui par des documents à l'interne, ça devient un peu plus grave quand même. Et ça a été obtenu par CBC News, entre autres, ce document-là interne de la Défense nationale, qui a été publié le 31 décembre 2023. On se comprend qu'on a véritablement un portrait de la situation très récent. Et c'est l'espèce de bilan général, si on veut, là, des forces armées canadiennes, puis à quel point on est prêt et disponible à répondre s'il y a un incident militaire. Parce que on fait partie de l'OTAN. Ça fait partie des conditions d'adhésion de l'OTAN d'être capable, demain matin, une invasion russe, par exemple, en Europe, il faut qu'on soit capable de réagir. 58% seulement de nos effectifs militaires sont prêts à réagir demain matin s'il y a une guerre, Mario. Le reste, là, 42%, pas prêts du tout. Et c'est chiffré, là, quand on parle de vétusté, entre autres, de nos équipements, mais c'est grave, là. C'est grave dans certains domaines plus que d'autres aussi. Où les équipements sont pas opérationnels, sont pas prêts à partir demain matin. Là. 46% du matériel des forces terrestres est inutilisable. Presque la moitié là, de notre matériel qui est considéré comme
inutilisables, là, des équipements militaires qui font face à des défis qui sont indisponibles, trop vieux, mal entretenus, mal en point, bref, qui passeraient pas les standards là, pour aller là, les envoyer justement au front. L'endroit, la division militaire dans laquelle c'est le plus grave, Mario, l'aviation royale canadienne, 55% de tout ce qui est chasseurs, aviation maritime, aviation tactique, appareils d'entraînement, inutilisables. Donc, plus de la moitié Des avions, de l'aviation, canadienne. scrap, inutilisables. On peut pas les utiliser. C'est bien beau avoir des forces armées, là. C'est beau sur un beau papier là, d'avoir on a tel nombre d'avions, 55% marche pas. C'est fou. Et là, après ça, suit notre flotte, la marine canadienne, elle aussi. Là, on parle 54% frégates, sous-marins, navires, patrouilles, tout ça, là, puis incluant la défense dans l'Arctique, inutilisable, 54%. Puis ça continue. Après ça, les forces terrestres, c'est un peu mieux, mais je l'ai dit, c'est 46%. Non, mais c'est le moins pire des trois, quand même. C'est le moins pire des trois, puis on continue à parler, bien évidemment, là aussi du côté de la défense, mais qu'on a demandé du côté du gouvernement de couper les dépenses, d'enlever 1 milliard dans ce contexte-là. Puis il manquerait aussi 15 780 membres effectifs des Forces armées canadiennes ça, c'est pour remplir les répété rangs. souvent, là, des chiffres j'avais vu 13 000, 15 000, mais cet ordre de grandeur-là, ça, c'est encore plus difficile faut que tu recrutes. C'est une autre opération dans la réalité du manque de main-d'œuvre. On s'entend que c'est gênant dans un contexte où, en plus, on se fait traiter de freeloader par les Américains dans l'OTAN, là, de gens qui viennent des profiteurs, des gens des pique-assiettes qui viennent pas payer leur juste part de l'entente. C'est gênant d'avoir les statistiques. Mais, ouais. Le pire, c'est que si on voulait, mettons qu'on se décidait rapidement là, d'augmenter, c'est-à-dire il faut qu'on atteigne le 2% du PIB en défense, donc on répare tout ça ou qu'on achète du nouvel équipement. On serait même pas capable. Parce qu'on serait capable, mais sur plusieurs années. Là. Ben oui. Tu peux pas acheter de l'équipement militaire. Il n'y a pas un Canadian Tire de l'équipement militaire. C'est des programmes de commande. Exemple, dans l'aviation, il y a des programmes de commande d'avions sur des années et des années d'avance où les pays se mettent en ligne. Puis... Fait combien de temps qu'on a commandé nos F-35? Ça fait un bout de temps, mais on a changé d'idée plusieurs fois. Ouais. Quand Justin Trudeau est arrivé, la commande était passée. On a tout annulé la commande pour tout réétudier l'affaire en disant les conservateurs, pas correct. On fait ça tout le temps. Là, on change de gouvernement, on annule tous les achats, comme si pour montrer que l'ancien gouvernement était pourri. Là, on étudie ça pendant 5, 6, 7 ans. On les recommande. Là, bien plus cher avec l'inflation. Là, on recommande la même affaire, mais pour 30-40%. Puis après avoir dit que l'ancien gouvernement était pourri, on recommande la même affaire, mais pour plus cher. Puis là, les années, mettons qu'il s'est passé 6 ans, c'est 6 grosses années perdues. Là, on va se remettre en arrière de la ligne de la file d'attente pour faire produire. On a fait ça avec les frégates puis les hélicoptères aussi. Les hélicoptères, on l'a fait. C'est à peu près toute de l'armée canadienne, on l'a fait. Ceci explique cela. Tout savoir en 24 minutes. Un cas de figure, ils sont plus rares quand même depuis le mouvement #MeToo, le mouvement #Moi aussi, qui a fait beaucoup de vagues en 2020 et qui continue à avoir quand même, là, oui, des répercussions autour. C'est des chiffres qui sont majoritairement positifs. Hein. On parle de dénonciations qui ont augmenté là, dans les années. Par exemple, entre 2016 et 2022, ça a grimpé de 97%. Dans la plupart des cas, on a des hommes pour la plupart, qui sont condamnés aussi pour des crimes sexuels, mais il y a quand même des exceptions à la règle, puis des fois, elles sont quand même majeures. Et c'est l'histoire qui a été rapportée de la Cour du banc du roi de l'Alberta, donc dans leur système de justice, d'un artiste québécois qui se retrouve au cœur de cette histoire-là. Vous connaissez peut-être pas Frédéric Durand, par son vrai nom, mais DJ Snails, qui est son nom d'artiste. Célèbre. C'est célèbre. C'est un homme... Dans là, le monde de la musique électronique, là. Oui, c'est un gars qui faisait, là, Monsieur Snails, des spectacles là, jusqu'à 125 par an, se rendait à Coachella, là, par exemple, le festival de musique là, célébrissime aux États-Unis, et qui faisait quasiment 3 millions de revenus là, par année pour ses spectacles, et qui se retrouve pendant le mouvement en 2020 la cible d'une Californienne, une dame qui s'appelle Michaela Higgins, qui se met à créer un compte sur les réseaux sociaux puis à propager des histoires comme quoi ce serait non seulement un agresseur sexuel, mais également un prédateur sexuel. Et là, suite à ça, ses affaires se mettent à tomber, il y a plein de spectacles qui se font annuler. Bref, il se fait canceller, on va le dire en bon québécois comme ça, il se fait annuler un peu partout. Le problème, Mario, c'est que, après vérification, puis après avoir poussé l'affaire, puis après, Snails lui-même a décidé d'aller contacter des femmes qui étaient rapportées dans ces histoires-là comme s'étant fait agresser. Puis en les contactant, les femmes ont témoigné par la suite, non, il m'a pas agressé, relation sexuelle consentante. Mais c'est qu'à l'époque, pendant le mouvement MeToo,
femme-là avait arrêté de parler parce qu'elle se faisait accuser de défendre le gars en question. Alors, c'est le problème de ces mouvements un peu hors tribunaux qui deviennent, ça devient viral, puis ça devient une espèce de... T'oublies les faits, là. Ça devient comme une cause. Là. Fait que, mettons que t'as une bonne cause, tu veux... Ta prochaine manifestation, dimanche prochain, tu veux qu'il y ait le plus de monde possible. Là, c'est ça le danger, c'est que t'arrives dans un mouvement où t'as des accusations, mais t'as comme un mouvement de recrutement. Là, tu te dis, ouais, mais c'est bien beau, mais il faut être sûr... Tu détruis des réputations, potentiellement tu détruis des vies. Et là, lui vient de gagner devant le tribunal. Oui, puis gagner gros, Mario, 1,5 million de dollars là, qui vont lui être accordés dans ce cas-ci, ce qui équivaut à peu près à la moitié de ce qu'il demandait, mais en même temps, il y a la pandémie qui était venue affecter ses revenus aussi à cette époque-là. C'est pour ça qu'on lui a accordé que la moitié. Mais quand même... Est-ce qu'on sait si cette dame a les reins solides? Parce que je veux dire, il y a bien des gens que tu pourrais condamner à payer 1,5 million, ça vaut pas grand-chose. Ils vont te donner ce qu'ils ont dans le compte de banque à 12 000. Là, l'histoire ne le dit pas pour l'instant, mais quand même... Il y a des chances que oui. Là, si le juge a accordé ça, c'est peut-être qu'il mesure que la personne est capable de le verser. Oui, probablement, mais on a quand même renvoyé le même message du côté du juge. Il dit, ça veut pas dire que les dénonciations qui viennent devant le tribunal sont fausses, ça veut pas dire qu'il faut arrêter de dénoncer ses agresseurs, mais ça veut dire que quand même, la justice est là pour ça, hein? D'aller devant les tribunaux, d'analyser les faits, les preuves, puis ensuite de rendre un verdict, un jugement. Je rappelle, la grande majorité des cas d'accusation d'agression sexuelle devant les tribunaux, mais ça mène à des accusations, pour de vrai. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. On va y aller d'un autre sondage. Celui-là est peut-être plus rigolo, ou du moins plus cynique peut-être, que celui de l'OQLF aujourd'hui. Ça a été basé par Best Brokers, qui est un site qui répertorie, entre autres, tout ce qui se passe du côté des vacanciers et donc de l'aviation, Mario. Et on a fait un palmarès en Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis. C'est quoi les meilleurs aéroports? C'est quoi les meilleures lignes aériennes? Et bien évidemment, au contraire, c'est quoi les pires aéroports en Amérique du Nord et les pires lignes aériennes? Et laisse-moi te dire que les résultats ne te surprendront peut-être pas, non. Mario. Est-ce que Montréal se classe bien? Ben ça dépend bien de quel côté. Ouais, Montréal, Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, c'est le pire aéroport. Là. Toutes catégories confondues de tous les États-Unis et de tout le Canada. On s'est basé sur des statistiques de vols en retard, reportés, annulés. Bref, la gestion du trafic aérien qui se fait. Et c'est véritablement là, à l'aéroport Montréal-Trudeau qu'on a les pires délais. On parle de 33,46% des vols qui sont soit 15 minutes et plus là, en retard, annulés, déplacés, etc. Là. On se comprend, là. C'est au-dessus beaucoup, du tiers. Hein? Ouais, c'est le tiers des vols qui est en retard à l'aéroport. C'est complètement fou. Suivi très près par l'aéroport Toronto-Pearson, qui est l'aéroport le plus occupé du Canada. Donc, dans le top, c'est les deux aéroports canadiens. Pour les meilleurs aéroports on rit, mais c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. C'est surtout que quand on dit les meilleurs aéroports entre nos deux pays, il n'y a pas un aéroport canadien qui se classe dans le top 10. Là. Ils sont tous. C'est qui les meilleurs? Ouais, les 63 meilleurs aéroports sur 86 sont américains. On se retrouve dans le bas après les 63 premiers. Par contre, c'est les plus petits aéroports. Des aéroports qui ont moins de trafic. Ceux qui se classent mieux sont des plus petits. Oui, parce qu'il y a quand même le pourcentage des vols. On se comprend, c'est plus facile, par exemple, parce que le meilleur aéroport, là, celui qui se classe le mieux, c'est le Juneau International Airport en Alaska. Ouais, voilà, là, on parle de 11% des vols qui sont en retard de ce côté-là. Donc, il y en a qui se classent le mieux. Il y a aussi le même calcul qui s'est fait avec les lignes aériennes, Mario. Et là, moi, je connaissais pas, je t'avoue, là, le top 1 des pires. Top 1 des pires, c'est PAL Airlines, ici au Canada, qui semble être un transporteur régional avec 68,64% de ses vols. Probablement dans l'Ouest canadien. Je le connais pas, sauf au Québec, j'ai jamais entendu ça. Exactement, mais d'un autre côté, qui vient deuxième? Ben c'est Air Canada, Mario. Donc, dans les gros, dans les majeurs, c'est Air Canada qui est le pire. Ben oui, exactement. Là. Après le PAL, qui est mieux, qui est peu connu, on parle 35,69% de tous les vols d'Air Canada qui sont en retard. Si 35% des vols d'Air Canada sont problématiques, puis qu'à Trudeau, 33% des vols sont problématiques, c'est quand tu prends un vol d'Air Canada à l'aéroport Trudeau, les chances sont contre toi. Oui, c'est bien dit, les chances sont contre toi, là. Voilà. Vous les voyez 6,49, là. Voilà, donc c'est... Puis, pour le reste, c'est un peu, encore une fois, le portrait qui est glauque de tout ce qui est aviation canadienne, parce que pour les meilleures, encore une fois, lignes aériennes, c'est presque tous des Américains, Delta Airlines, American Airways, United Airlines, Southwest Airlines, qui se classent dans les meilleurs pour ce qui est des aéroports canadiens, puis donc des lignes canadiennes. Ça va pas très bien.
Économie. On l'avait déjà annoncé récemment, le toit du stade olympique qui va être refait, mais là, on a eu le contrat officiel qui a été signé et donc rendu public. C'est Pomerleau et Canam, là, les gens de la construction, qui vont être ensemble sur ce projet-là. Le contrat, 730 millions de dollars, 729 millions et des poussières, pour un total, avec les dépenses qui ont déjà été faites, les études et tout, 870 millions de dollars. C'est la facture qui vient de tomber. Et là, ça inclut le démantèlement, ça inclut la construction. Et semble-t-il que c'est un prix cible, qu'il y a un partage des coûts si on dépasse les prix. Parce que c'est ça, hein, Mario, quand on fait des projets au Québec c'est sûr maintenant? que c'est le risque qu'on a, les dépassements de coûts. Parce que là, les espaces bleus allaient coûter au-dessus d'1 milliard. Ouais. Le toit du stade coûte moins. Vu de même. Mais les espaces bleus, ils coûtaient 1 milliard quand on a voulu les enterrer. Des fois, dans ce temps-là, on pèse sur le crayon. Mais écoute, Oui. c'est une opération, sincèrement, on veut juste qu'elle réussisse, là. Oui. Tu sais, à cette étape-ci, la décision est prise, la décision est pas facile, ça coûte cher, on sort l'argent de notre poche, on débourse, on dit on veut garder notre stade. T'sais, on peut juste espérer, parce que c'est triste à dire, mais il n'y en a pas eu de bonnes expériences dans le stade à date, mais je me répète, j'avais dit ça quand ils ont fait l'annonce, on a toujours, tu sais, les toiles qu'on a mis avant, on prenait ce qu'il y avait. Tu sais, on avait le plus bas soumissionnaire, puis on retournait le voir pour dire, il n'y a pas moyen de faire moins cher. Ouais, plus cheap, s'il vous plaît. Plus cheap. Et c'était des toiles, puis ça déchirait dans la première année. Là, on jure faire quelque chose qu'on dit à un prix raisonnable dans les circonstances, mais on fait pas ce qu'il y a de moins cher sur Terre. Là. On fait quelque chose qui est supposé être solide. C'est comme, à un moment donné, c'est un acte de foi. Là. on va aller allumer des cierges, Mario. Faut espérer que ça va marcher. Le Monde. Alors que ce soir, ça va être l'annonce, l'état de l'Union, le grand discours à la nation que doivent livrer tous les présidents américains là, à certains moments de leur mandat. Joe Biden doit le faire, mais c'est surtout une des annonces qu'il doit faire au Congrès qui est majeure aujourd'hui. Il va annoncer avoir ordonné l'armée américaine de construire un port temporaire au large de la bande de Gaza. Tout ça dans le but d'aller porter davantage d'aide humanitaire jusque là-bas. La situation est critique, Mario. Là. On n'arrête pas de le répéter, mais elle l'est. Les gens meurent de faim, s'entassent. Moi, je retiens que M. Biden, ce soir, veut rassurer sa base. Entre autres, tous les gens qui ont voté, qui ont voté blanc, parce qu'ils n'ont pas vraiment voté contre lui, ils ont voté blanc, ils sont comme abstenus dans les primaires récentes. Il y en a eu au Michigan. Et le sujet était connu, c'était l'insatisfaction sur le dossier d'Israël versus les Palestiniens de Gaza. Et il veut montrer qu'il fait quelque chose. Mais en même temps, il y a un constat d'échec parce qu'il a demandé 2 fois un cessez-le-feu à Netanyahou. Donc, quand tu dis, OK, on va dépenser de l'argent, on va aller construire un port temporaire, c'est aussi un constat d'échec par rapport à ce qui apparaissait être son plan A. Oui, ça va être majeur. Donc, on va construire ça au large pour avoir des gros navires qui partent de Chypre, entre autres, qui vont venir porter de l'aide humanitaire. Là, on dit pour l'instant qu'il n'est pas censé y avoir de militaires américains directement en bande de Gaza, mais il va falloir quand même une escorte de sécurité là, pour pas que les gens s'arrachent la nourriture puis qu'il y ait des violences dans ce coin-là. Donc, est-ce que ça pourrait aussi forcer la main des Israéliens qui veulent pas venir bombarder dans ce coin-là ou arriver proche des forces américaines? Ça reste à voir. On va suivre ce discours sur l'état de l'Union ce soir, son dernier avant l'élection. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.